Alors que je fixais cette feuille de calcul, le chiffre froid et dur de 120 000 une question résonnait dans le calme de mon appartement. Pourquoi? Pourquoi avais-je laissé cela se produire si longtemps? La réponse, j'ai réalisé que c'était assis juste là dans les manuels de psychologie que je lisais à l'université. Dans les systèmes familiaux narcissiques, il y a toujours des rôles. Ma sœur Megan était l'enfant en or. C'était celle qui était parfaite, talentueuse et digne d'investissement. Tout ce qu'elle faisait était célébré. Et moi, j'étais le bouc émissaire. J'étais le responsable, le fiable, celui qui prenait le blâme et portait les fardeaux. J'étais l'amortisseur de la famille. Et Megan, l'enfant en or, je ne pouvais pas me tromper. Moi, le bouc émissaire, je ne pouvais rien faire de bien. Mais c'était plus que des rôles. C'était un piège psychologique. Pendant 30 ans, j'ai été coincée dans ce que les thérapeutes appellent un lien traumatique, confondant obligation et amour. J'ai été prise au piège de la bonne fille. Je pensais que si je donnais juste assez, réparais assez, payais assez, finalement, ils devraient me voir. Ils devraient m'aimer. Je réalise maintenant que j'avais confondu être nécessaire avec être aimé. Mon argent était mon seul billet pour les réunions de famille. Ma capacité de payer était toute mon identité. Je n'étais pas une fille, j'étais un utilitaire. Et maintenant, l'utilitaire venait d'être coupé. Le soleil s'est levé et le chaos a commencé. Ça a commencé exactement comme je m'y attendais. Mon téléphone a sonné. Un texto de ma sœur, Megan. Pas Hey, ça va? Non. Est-ce que quelque chose s'est passé? Juste, qu'est-ce que là? Cheryl, mon téléphone est coupé. Vous réagissez sérieusement de manière excessive. J'ai regardé les mots. Réaction excessive. Après 30 ans à être leur guichet automatique personnel, c'est moi qui ai réagi de manière excessive en fermant finalement le compte. Je n'ai pas répondu. 1 heure plus tard, mon téléphone a sonné. Maman, Brenda. Je l'ai laissé aller à la messagerie vocale. La notification est apparue immédiatement. Sa voix n'était pas triste. Ce n'était pas apologétique. C'était furieux. Cheryl, tu as créé un désordre absolu. Je n'arrive pas à croire ton égoïsme. Tu dois m'appeler immédiatement et régler ça. Répare ça. Le droit était si profond, c'était presque impressionnant. Ils venaient de m'exiler. Et maintenant, ils exigeaient que je continue à payer pour leur style de vie. De l'extérieur des murs de la famille, le choc n'était pas qu'ils l'aient fait. Le choc a été qu'ils étaient vraiment surpris que j'ai arrêté de payer. Ils n'ont même pas vu le lien entre leurs actions et mes conséquences. Mais la goutte d'eau finale, la chose qui a transformé ma froide clarté en acier, est arrivée vers midi. Mon cousin m'a envoyé une capture d'écran. Maman avait posté sur Facebook une photo d'elle et Megan souriante, bras l'un autour de l'autre. La légende. C'est tellement triste quand certains enfants oublient qui les a élevés et tous les sacrifices qu'une mère fait. La section des commentaires se remplissait déjà de sympathie. Tu es une si bonne maman. Brenda, je t'envoie de l'amour. Ils réaliseront ce qu'ils ont perdu un jour. Ils ne se contentaient pas de me couper. Ils me peignaient comme le méchant pour le monde entier. Ils réécrivaient activement l'histoire pour faire de moi l'agresseur. Ce message n'était pas un appel à l'aide. C'était une déclaration de guerre. Et c'était la dernière preuve dont j'avais besoin. Ce n'était plus une querelle de famille, il ne s'agissait pas de sentiments blessés. C'était un modèle d'exploitation financière systématique. Et maintenant, la diffamation publique. Je ne l'ai pas rappelé. Je n'ai pas interagi avec les textes de Megan. J'ai appelé mon ancienne colocataire de fac, Julia. Elle est avocate en droit de la famille maintenant et elle est notoirement dure. Julia, dis-je, j'ai une situation et j'ai une feuille de calcul. Je suis allée à son bureau, j'ai tout étalé. L'allocation mensuelle de 2500 monthly pour maman, l'assurance G-Wagon, la réparation d'urgence du toit, qui est devenue comme par magie une nouvelle pergola extérieure, les voyages à Dubaï et à Bali pour la marque d'influence de Meghan. Le décompte final, 120 000 Julia ne broncha pas. Elle a juste regardé la capture d'écran du texte de 13h15 Cheryl peut avoir une Meghan dont elle n'a pas besoin. Passée d'aller à ma porte d'entrée à obtenir mon nouveau. Elle leva les yeux du téléphone, puis regarda ma feuille de calcul. « Eh bien, dit-elle, la voix nette et froide, ils viennent de nous faire un cadeau. Ils ont mis par écrit que vous n'êtes plus de la famille, ce qui signifie que ces cadeaux que vous avez envoyés. » Elle a souri, mais cela n'est pas arrivé à ses yeux. Ce ne sont plus des cadeaux. Ce sont des prêts sans papier et ils viennent officiellement de faire défaut. Elle s'est tournée vers son ordinateur et ses doigts ont commencé à voler sur le clavier. « Qu'est-ce que tu fais? » j'ai demandé.
Je rédige une lettre de mise en demeure formelle, a-t-elle déclaré. Il détaillera chaque dollar que vous leur avez envoyé au cours des 4 dernières années. Cela leur donnera 30 jours pour organiser un plan de remboursement avant que nous intentons une action civile pour le montant total. J'ai regardé son type. La colère que j'ai ressentie la nuit dernière était chaude et désordonnée. C'était froid, c'était précis, c'était de la comptabilité. Ce n'est plus une dispute familiale, Cheryl, fixa ses yeux sur l'écran. Il s'agit de recouvrement de créances. Elle avait raison. J'avais été effacée, et la personne qu'ils ont effacée n'était plus liée par l'amour, la culpabilité ou le piège de la bonne fille. La personne qu'ils ont effacée n'était qu'un créancier, et elle était là pour récupérer. La lettre de mise en demeure est sortie, et puis pendant quelques jours, il y a eu un silence. Un silence fort et paniqué. Mais l'appel qui a tout changé n'est pas venu de ma mère. Cela venait de Julia Mélavier et son ton n'était plus dur ni festif. Il était inquiet. Cheryl, elle a dit que je faisais une vérification de routine des avoirs de votre mère et de votre sœur, juste pour voir quels actifs nous pourrions cibler dans le procès civil, et j'ai trouvé quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Il s'agit de la succession de votre grande-mère Judith. Saviez-vous que son chalet côtier a été vendu il y a 3 semaines? J'ai senti le sang s'écouler de mon visage. Comment? C'est impossible. Grande-mère Judith adorait ce chalet. Elle me l'a laissé. Êtes-vous sûr? Cheryl, parce que le testament qui a été déposé auprès du tribunal des successions nomme Brenda et Megan comme seuls bénéficiaires. Elle a été déposée il y a 6 mois juste après sa mort. Je ne pouvais pas respirer. Grand-mère Judith était la seule personne de ma vie qui m'ait jamais vraiment vue, le seul qui n'a jamais rien demandé. Julia, ce n'est pas la vraie volonté. J'ai raccroché et passé un autre appel, cette fois à l'avocat de M. Harrison, grand-mère Judith depuis 40 ans. Quand je lui ai dit mon nom, sa voix était remplie de soulagement. Cheryl remercie Dieu. J'essaie de te joindre depuis des mois. Le numéro de ta mère était le seul dans le dossier et elle n'arrêtait pas de me dire que tu n'étais pas disponible. Je suis allée à son bureau cet après-midi-là. Il m'a assis dans son bureau tranquille, relié de cuir, et m'a montré le testament original avec lequel il était sorti il y a 3 ans, quand grand-mère Judith était encore tranchante. C'était exactement comme je m'en souvenais. Le chalet côtier, ses investissements, tout a été laissé à moi, sa petite fille, Cheryl. Puis, il a sorti un deuxième document, le Nouveau Testament, celui que Brenda avait déposé. Cela a été signé, a dit M. Harrison, 3 jours avant le décès de votre grand-mère. Quand? Selon son dossier médical, elle était sous perfusion continue de morphine. La signature était fragile, mais elle semblait plausible, assez plausible pour dépasser un commis pressé. Il y a quelqu'un d'autre à qui vous devez parler, a déclaré M. Harrison en écrivant un nom. Denise, elle était de l'infirmière de soins primaires à domicile de votre grand-mère. Elle m'a contactée après les funérailles. Elle était méfiante. J'ai rencontré Denise dans un petit restaurant. C'était une femme gentille dans la 50aine, avec des yeux tristes et connaisseurs. Ta grand-mère était une femme merveilleuse, dit Denise en serrant sa tasse de café. Mais ta mère et ta sœur, je suis infirmière depuis 20 ans et je sais quand quelque chose ne va pas. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai demandé. Votre mère a toujours insisté pour venir quand Madame Judith était la plus sous sédatif. Elle posait toujours des questions sur la paperasse. Je me suis inquiétée. Alors, Denise prit une profonde inspiration. Alors, j'ai installé une caméra de nounou sur l'étagère. J'ai juste eu un sentiment. Elle a sorti son téléphone. J'ai sauvegardé les images du jour où ce faux testament a été signé. Je voulais montrer à la police, mais j'avais peur. Je ne savais pas à qui faire confiance. Elle a retourné le téléphone et a appuyé sur play. Mon estomac s'est transformé en glace. La vidéo était granuleuse, dim comme un dépotoir. Il y avait ma grand-mère, Judith, allongée immobile dans son lit, clairement sous sédatif ou inconsciente, et il y avait ma mère, Brenda, debout ici, ma sœur, Megan, et Ryan, le petit ami influenceur de Megan. Brenda tenait un document, un testament. Elle l'a placé sur un presse-papier. Et puis, j'ai regardé, horrifié, Ryan prendre la main molle et sans vie de ma grand-mère. Il y a mis un stylo, pendant que ma mère tenait fermement le papier. Ryan a déplacé la main de ma grand-mère comme une marionnette, lentement, douloureusement, forgeant sa signature sur la ligne. Ma sœur, Megan, se tenait près de la porte, surveillant, gardant. Je n'avais pas seulement affaire à des parents avides et ingrats. Je n'étais pas seulement un créancier recouvrant une dette. J'étais la fille d'un criminel, et je venais de trouver mes preuves. La réunion pour lire officiellement le testament a été fixée au mardi suivant au bureau de M. Frosting,
Harrison, ma mère Brenda et ma sœur Megan sont arrivés comme si elles assistaient à un couronnement. Ils étaient vêtus de vêtements coûteux et sombres, mais ils ne pouvaient cacher leur suffisance. Ils m'ont regardé avec une sorte de pitié répétée, comme si j'étais un parent éloigné et malheureux pour lequel ils étaient sur le point de faire une petite gentillesse. Monsieur Harrison, jouant parfaitement son rôle, a lu le Faux Testament, celui qui a tout laissé à ma fille dévouée, Brenda, et à ma petite-fille aimante, Megan. Pendant qu'il lisait, ma mère a en fait traversé la table en acajou poli et m'a tapoté la main. « Ne t'inquiète pas, chérie, » murmura-t-elle, sa voix dégoulinant de fausse sympathie. « Nous veillerons à ce que vous obteniez quelque chose, peut-être la vieille porcelaine de grand-mère. » Megan a juste souri. Monsieur Harrison a fini de lire. « Et cela, dit-il, conclut la lecture du testament déposé par Madame Brenda. Il m'a regardé. C'était mon signal. J'ai peur de devoir contester cette volonté. J'ai dit ma voix claire et ferme. Le visage de Brenda se resserra. « Excusez-moi, Cheryl, ce n'est pas le moment pour ton drame. Pour quel motif? » Leur avocat, un homme qui semblait avoir été payé en espèces, a finalement parlé. Pour complot de contrefaçon et maltraitance des personnes âgées. Comme au bon moment, la porte de la salle de conférence s'ouvrit. La vieille Julia entra suivie d'une femme à l'air sévère portant une mallette. « Voici le docteur Alistair Julia », a déclaré un expert en écriture médico-légale. Le docteur Alistair a exposé ses découvertes avec une précision chirurgicale. La signature sur le Faux Testament ne correspond à aucune des signatures connues de grand-mère Judith des 5 dernières années. La pression du stylo était fausse. Les boucles et les formations étaient trop stables pour une personne souffrant d'arthrite avancée. Brenda commençait déjà à fanfaronner. « C'est absurde, ma mère a signé qu'elle voulait qu'on l'ait. »« Êtes-vous sûre? » j'ai demandé debout. « Es-tu sûre qu'elle a pu le signer? » Je me dirigeais vers la grande télévision de la salle de conférence et connectais le téléphone de Denise. « Qu'est-ce ceci? » Megan a craqué. Sa voix d'influenceuse est soudainement aiguë. « Tu ne peux pas faire ça. » « Ça s'appelle une caméra de nounou. » J'ai dit et j'ai appuyé sur play. La pièce devint silencieuse. La vidéo granuleuse remplissait l'écran. Il y avait grand-mère inconsciente. Il y avait le petit ami de Ryan Megan qui lui tenait la main comme une marionnette. Il y avait Brenda qui tenait le papier fermement. Megan gardait la porte. La couleur s'écoulait de leur visage. Brenda laissa échapper un bruit, un demi-cri étouffé. Megan s'est immédiatement instinctivement retournée contre Ryan. « Tu nous as fait faire ça. » C'était ton idée. Leur avocat préparait déjà sa mallette. Mes clients n'ont plus rien à dire. Ils ne le font certainement pas, dit une nouvelle voix. La porte s'ouvrit de nouveau. Cette fois, c'était un détective de la division des fraudes des aînés. J'avais passé les 2 derniers jours avec lui. Brenda, Megan et Ryan, a dit l'inspecteur. Sa voix s'ennuyait comme s'il avait vu cela 100 fois. Vous êtes tous en état d'arrestation pour maltraitance des personnes âgées, contrefaçon et complot en vue de commettre une fraude. La pièce a explosé. Brenda s'est jetée sur moi en hurlant. « Tu as fait ça, ingrate. Tu as fait ça à ta propre mère. » Le détective posa simplement une main sur son épaule et la guida toujours en hurlant vers la porte. Mais ce n'était pas fini. Ils étaient libérés sous caution 2 jours plus tard. Et dans le mouvement le plus prévisible de tous les temps, ils ont doublé. Ils étaient toujours les victimes. J'étais la fille vindicative et jalouse qui essayait de voler leur héritage. Pour le prouver, ils ont organisé un service commémoratif pour grand-mère Judith, invitant toute la famille élargie au chalet côtier, la propriété même qui était maintenant gelée en tant que scène de crime. Ils allaient me faire honte publiquement. Je suis arrivée. Brenda m'a vu marcher sur la pelouse et son visage se tordait de rage. « Sortez! » La DC, elle a crié à mes oncles. Elle n'est pas la bienvenue. C'est elle qui nous a fait ça. C'est elle qui a fait quoi? Brenda. Une femme a remonté le chemin derrière moi. C'était ma tante, Sandra, la sœur éloignée de ma mère, que j'avais appelée la veille. Brenda a gelé. « Sandra, quoi? Qu'est-ce que tu fais là? J'ai entendu dire que tu tirais tes vieux trucs. » Sandra a dit, sa voix traversant la pelouse silencieuse. « Tu as fait ça à notre père aussi, n'est-ce pas? » Brenda a forgé sa signature sur l'acte de sa maison. Ma mère était sans voix. Et maintenant, tu le fais à ta propre fille. Alors que Brenda crachotait, essayant de former un mensonge, je me suis avancée. Elle ne l'a pas faite qu'à moi, tante Sandra. Elle l'a fait à grand-mère. J'ai sorti mon téléphone et j'ai appuyé sur Lecture sur le dernier élément de preuve. Ce n'était pas une vidéo. C'était un message vocal. Un message vocal tremblant et terrifié que grand-mère Judith m'avait laissé 1 semaine avant sa mort.
Un message que j'avais enregistré mais que je n'avais jamais compris jusqu'à présent. Sa voix frêle emplissait l'air. Cheryl, bébé, ne fais pas confiance à ta mère, s'il vous plaît. Elle n'arrête pas d'apporter des papiers. Tant de papiers. J'ai peur. Bébé, je ne sais pas ce que je signe. La famille réunie se tenait dans un silence stupéfait. La vérité était juste accrochée là, indéniable. Dans la voix terrifiée de ma grand-mère, le masque de Brenda ne s'est pas seulement fissuré. Ça s'est brisé. Et juste au bon moment, 2 voitures de police se sont arrêtées dans l'allée. Je les avais informés que les sujets d'une enquête criminelle empiétaient activement sur un actif gelé. Alors que les officiers se dirigeaient vers ma mère et ma sœur, le visage blanchi par la réalisation qu'il n'y avait plus de mensonges à raconter, je me suis juste reculée. Ils ont de nouveau été arrêtés. 7 fois pour avoir violé leur caution. 7 fois, devant tout le monde. Après cette journée au chalet, le reste n'était que procédure. Les retombées juridiques ont été rapides et brutales. Avec les images de la caméra de la nounou, la messagerie vocale de grand-mère Judith et le témoignage de tante Sandra sur un précédent modèle de fraude, ma mère n'avait pas de défense. C'était une arnaqueuse en série. Brenda et Megan ont toutes deux été condamnées. Ma mère a été condamnée à une lourde peine pour fraude et maltraitance des personnes âgées. Megan a eu moins, mais toujours en prison. Ryan, dans un ultime effort pour se sauver, a témoigné contre eux deux et a obtenu une peine réduite. Le chalet côtier m'a finalement été légalement restitué. J'y ai passé le premier week-end seul. Je me suis assis sur le porche en regardant l'océan que grand-mère Judith avait tant aimé. J'ai ouvert mon ordinateur portable une dernière fois et j'ai sorti cette vieille feuille de calcul, le grand livre du book émissaire. J'ai regardé le dernier chiffre, 120 000 $. J'ai pensé aux coups, aux années d'anxiété, aux occasions manquées, au sentiment constant de ne pas être assez. Puis j'ai respiré profondément l'air salé et j'ai appuyé sur ce primer. Le fichier a disparu. Le grand livre était fermé. Cette nuit-là, pour la première fois en 30 ans, j'ai dormi jusqu'au matin. 6 mois se sont écoulés. J'ai vendu le chalet côtier. Cela gardait trop de souvenirs d'elle, mais aussi trop d'entre eux. Et j'ai pris chaque centime de cette vente et chaque centime que j'avais récupéré des actifs de ma mère. Et j'ai commencé quelque chose de nouveau. Ça s'appelle le projet Judith. C'est un fonds de défense juridique. Nous fournissons des avocats pro bono aux familles, des familles comme la mienne qui luttent contre l'exploitation financière des aînés. Nous les aidons à trouver les preuves, à naviguer devant les tribunaux et à obtenir justice pour les personnes qu'ils aiment. Ce SMS que j'ai reçu à 13h15 n'était pas une fin. Ce n'était pas un exil.